Émilie, que je connais, hein, puisque donc Émilie relève aussi de l'Université Côte d'Azur. Donc Émilie est maîtresse de conférences en civilisation américaine, rattachée au laboratoire LIRCES, qui est donc le laboratoire interdisciplinaire récit, culture et société. Voilà, et donc les travaux d'Émilie portent sur le système éducatif américain. Hein, voilà, donc tu vas nous présenter d'ailleurs une expérience conduite dans une école américaine. Voilà, merci beaucoup. Je préfère dire études états-uniennes que civilisation américaine pour des raisons qui vont vous apparaître assez claires peut-être après. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je voudrais remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque qui a été vraiment extrêmement enrichissant et qui, je suis sûre, va continuer à l'être cet après-midi. Donc, on va faire un petit détour par le désert de l'Arizona pour tenter de comprendre ce qu'un programme éducatif qui a été mis en place à Tucson peut nous apporter comme élément de réponse pédagogique au terrorisme. Alors, c'est ambitieux. En fait, je souhaite simplement ici mettre l'hypothèse que les stratégies pédagogiques proposées à la fois par la pédagogie critique et la théorie critique de la race que l'on retrouve au cœur de ce que les États-Unis appellent la pédagogie culturellement pertinente, peuvent aider à désamorcer ces violences et à réorienter les énergies vers l'engagement citoyen. Voilà, donc l'anthropologue Scott Atran, que vous connaissez peut-être, spécialiste de la radicalisation terroriste islamiste, faisait valoir dans son rapport devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 23 avril 2015 que les jeunes Européens qui avaient rejoint Daesh ou Al-Qaïda sont principalement des personnes dans des états transitoires qui s'apprêtent à quitter leur famille de naissance et qui sont à la recherche d'une nouvelle communauté. La plupart d'entre elles et eux n'ont aucune éducation religieuse traditionnelle. Ce qui inspire, oui, c'est ça, vous le voyez, ce qui inspire les acteurs les plus intransigeants et les plus meurtriers du monde actuel, ce n'est pas tant le Coran ou les enseignements religieux, c'est une cause captivante. Ils rejoignent des frères et sœurs d'armes prêts à se sacrifier pour trouver du sens. Donc, bien après les foules sentimentales à la Souchon, il apparaît que la jeunesse a toujours soif d'idéal. Et cet idéal qui alimente le désir d'apprendre, l'école s'en tient en fait assez à distance, puisqu'il semblerait que tout ce qui relève de l'idéal à l'école soit souvent contaminé par la notion d'endoctrinement politique. Comment alors donner aux élèves les moyens de cultiver cet idéal qui relève fatalement d'un projet politique, à mon sens, sans imposer son propre projet? L'éducateur brésilien Paulo Freire, un des fondateurs de la pédagogie critique, proposait la solution suivante. Voilà, quand nous, enseignants, essayons d'être neutres, comme Pilate, nous soutenons l'idéologie dominante. Puisqu'elle n'est pas neutre, l'éducation peut soit émanciper, soit domestiquer. Notre tâche est de ne pas leur imposer nos rêves, mais de les mettre au défi d'avoir leurs propres rêves, de définir leurs choix et de ne pas le faire sans retour critique. La pratique éducative, vous voyez Giroud à côté, mais c'est parce que c'est dans ce livre que j'ai trouvé la citation de Freire. La pratique éducative, qu'elle soit autoritaire ou démocratique, précise Freire dans un autre ouvrage, est toujours directive. Cependant, dès que la directivité de l'éducateur interfère avec la capacité de création, de formulation, d'investigation de l'apprenante, alors la directivité nécessaire se transforme en manipulation, en autoritarisme. Alors, j'ai mis ces deux mots en exergue parce qu'effectivement, ce qui est trop souvent, à mon sens, étouffe les jeunes dans les pédagogies traditionnelles, c'est un découplage entre leur capacité d'investigation, de création et les attentes scolaires. Le programme que je voudrais présenter ici donc, répond à cette soif d'idéal, à mon sens, et de transformation politique, précisément en mobilisant la curiosité et la créativité des élèves et en prenant en compte leur expérience professionnelle, leur liberté d'expression, comme nous le disait Hélène il n'y a pas très longtemps. Mais avant de revenir sur la pratique pédagogique même de ce programme et ses limites potentielles, je vais rapidement le replacer dans son contexte historico-politique, un contexte de tension raciale, même avant Trump. Et je vais revenir sur les études qui confirment l'étonnante excellence des résultats observés
les résultats académiques de ce programme. Et je terminerai sur les difficultés de transposition en France d'un programme de cette envergure-là et sur l'importance d'une approche intersectionnelle. Alors, le Mexican American Studies Program, le MAS de Tucson, est vraisemblablement le premier programme d'études ethniques, Ethnic Studies, qui est mis en place dans les lycées publics états-uniens. Et il démarre en 2002. Et il est ancré dans une tradition bien plus longue d'éducation populaire et d'activisme estudiantin. On mentionnera par exemple la Highlander Folk School qui a formé Rosa Parks avant son boycott, qui inspire le MAS. Évidemment, la lutte pour la création ou le maintien de programmes d'Ethnic Studies à l'université qui démarre dans les années 60 sous l'impulsion des étudiants racisés, notamment noirs d'abord et Latinx ensuite. Donc Latinx, c'est comme ça que les Américains disent Latino et Latina. Augustin Romero et Julio Camarota, les deux fondateurs du MAS, qui sont passés eux-mêmes par des programmes d'Ethnic Studies à l'université, obtiennent donc en 2002 des financements provenant de fondations philanthropiques, la fondation Ford et Ann Casey, et de l'Université d'Arizona pour un montant global de plus d'1 million de dollars quand même. Ces financements, en plus de donner une reconnaissance institutionnelle au MAS, apportent les moyens humains nécessaires à la formalisation de la pédagogie du programme. Les enseignantes recrutées sont ainsi préparées à l'approche critique des Ethnic Studies et à la méthodologie de la recherche-action participative, à travers laquelle les élèves s'initient au fondement de la recherche ethnographique. Donc, initialement soutenu par des instances dirigeantes désireuses de répondre aux injonctions de la loi No Child Left Behind de 2001, qui vise à réduire les écarts de réussite entre élèves blanches et élèves racisés. Le programme s'étend de 17 élèves en 2002 à environ 400 dans 4 lycées différents en 2008. C'est un programme d'envergure. Et c'est à ce moment que les contestations deviennent plus virulentes. C'est une intervention de la syndicaliste Dolores Huerta, qui est une figure de proue, vous la connaissez peut-être, du mouvement United Farmers des années 1960. C'est elle qui met le feu aux poudres en 2006. Devant les élèves de Tucson High, elle déclare que les républicains et les républicaines nous haïssent. Et pour le surintendant de l'instruction publique en Arizona, c'est l'équivalent du ministre de l'Éducation, Tom Horn, que vous voyez ici, qui est membre du Parti républicain. Cette sortie constitue un discours d'incitation à la haine, c'est les mots qu'il emploie. Alors, il envoie un émissaire faire un contre-discours au lycée, mais les élèves l'accueillent le dos tourné, la bouche recouverte de rubans adhésifs et le poing levé, avant de quitter ostensiblement la salle de conférence. Horn déclare ensuite avoir trouvé les lycéennes, je cite, mal élevées, et il attribue cette impolitesse aux enseignements du MAS et s'efforce dès lors de condamner le message, et je vous le donne en mille, il utilise le mot séparatiste du programme. Il fait donc campagne pour la loi HB 2281, une loi qui dit exactement ceci, qui interdit à un district scolaire ou une école à charte d'inclure dans ses programmes éducatifs des cours ou des classes qui prônent le renversement du gouvernement des États-Unis, prônent le ressentiment, ça c'est écrit 2 fois, envers une race ou une classe de personnes et sont conçus principalement pour les élèves d'un groupe ethnique particulier et finalement militent pour la solidarité ethnique plutôt que le traitement des élèves en tant qu'individus. Donc, on retrouve des rhétoriques qui nous sont familières. C'est ensuite un autre surintendant républicain, John Huppenthal, qui entre en fonction et après avoir visité une classe du MAS, il déclare que le programme encourage la sédition parce qu'il est choqué d'avoir assisté à une discussion qui interroge le racisme d'un des pères fondateurs, Benjamin Franklin. Donc, c'est le programme... Pardon, non, je suis allée un tout petit peu trop vite. Voilà. La loi est votée en 2011 et
et ça permet donc de mettre un terme au programme en 2012, puisqu'un juge décide que le programme contrevient à la loi. On suspend les quelques 15 millions de dollars de financement annuel accordés par l'État, donc pas par les fondations. Et au moins 7 titres sont ainsi retirés des rayons des bibliothèques et des classes. Donc, ils viennent pendant la journée retirer les livres en classe pour les remiser. Évidemment, cela conduit à une résurgence de l'activisme lycéen. Et finalement, ils obtiennent gain de cause en 2017 après une bataille légale, mais le MAS n'est pas réinstauré sous le même nom. C'est un programme d'éducation culturellement pertinente, donc en fait exactement la même chose, qui est réinstauré, mais c'est vécu un peu comme une défaite puisque le mot a été changé. Ce camouflet, pour les militants, que ce soit un camouflet ou pas, le programme et la visibilité médiatique qu'il reçoit grâce à ces campagnes accélère la dynamique des Ethnic Studies lycéennes. Des tentatives de législation en faveur des programmes d'Ethnic Studies sont bloquées au Nouveau-Mexique, dans le Kansas, en Louisiane, Mississippi, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Michigan, Maine, Kentucky, Massachusetts. Mais à contrario, des programmes d'Ethnic Studies électifs voient le jour dans 8 autres États au moins, le Connecticut, Indiana, Nevada, Oregon, Texas, Vermont. Pardon, je ne sais pas pourquoi c'est l'accent américain qui revient, la Virginie, l'État de Washington, auquel s'ajoute l'État de New York depuis septembre dernier. Et enfin, en mars dernier, l'État de Californie ajoute un programme modèle d'Ethnic Studies, approuve un programme modèle d'Ethnic Studies pour ces écoles, alors qu'un vote visant à rendre ces enseignements obligatoires dans tout l'État doit être proposé dans les prochains mois. Il y a une bataille pour arriver à ce stade-là, mais elle est en passe d'être gagnée. Voilà. Donc, la diffusion de ces programmes dans un contexte institutionnel doit beaucoup à ce militantisme initial et à une incubation de la forme pédagogique des Ethnic Studies depuis plus de 70 ans aux États-Unis. Cependant, si la philosophie de l'éducation à l'œuvre dans le MAS et les autres programmes qui s'inscrivent dans la même lignée théorique a pu en convaincre beaucoup, ce sont aussi parce que les réticences ont été vaincues grâce aux résultats scolaires impressionnants de ces programmes. Une première série d'études qualitatives, c'est le lien que vous voyez peut-être apparaître ici, voilà, a indiqué les très bons résultats de ce type de programme d'éducation culturellement pertinente. Mais c'est avec cette étude-ci qu'on a la première étude quantitative sur un programme de Ethnic Studies qui est large, puisqu'on parle d'environ 400 élèves. Et donc, Nolan Cabrera, l'auteur principal, montre que les populations qui suivent ce programme, qui sont des populations décrocheuses, partent à un niveau égal avec des résultats moins bons socio-professionnels, à niveau égal socio-professionnel, à un niveau moins bon avant de rentrer dans le programme et en sortent avec de meilleurs résultats. Donc là, vous voyez combien de temps ils passent devant ce programme et les résultats qui ont été observés avec 1 cours, 2 cours, 3 cours ou 5 ou plus. Donc un cours, c'est sur 1 semestre. Et le lycée, c'est sur 4 ans. Donc voilà. Il y a d'autres études aussi qui montrent que les résultats sont bons dans d'autres programmes similaires. Par exemple, cette deuxième étude que vous voyez ici s'intéresse à des lycées à San Francisco et montre le même type de résultats. Je vais un peu vite pour gagner du temps pour la suite. Et donc, ici, on arrive à la pièce de résistance. Donc là, qu'est-ce que c'est que cette pédagogie culturellement pertinente? Donc voilà, je vais vous présenter à la fois l'ancrage théorique de cette pédagogie, mais aussi les résultats très très
préliminaire d'une enquête qui, pour l'instant, j'ai pu parler simplement à 3 anciennes élèves, 4 anciens enseignants, dont les 2 fondateurs et un ancien formateur. L'échantillon, évidemment, n'est pas clos parce que j'espère l'élargir, mais les conditions actuelles que vous connaissez pour aller faire un tour en Arizona, c'est pas très, très pratique. Alors, quels sont les principes de cette pédagogie culturellement pertinente au cœur des Ethnic Studies ? Donc, ils sont inspirés par les personnes que vous voyez ici, donc Paulo Freire pour la pédagogie critique, Kurt Lewin dans les années 40, oui, travaille ces questions de... ça fait toujours déconcentré quand on voit qu'il reste plus que 5 minutes. Et donc, voilà, il travaille sur la recherche-action. Donc, vous avez ces 2 autres personnes-là qui sont très intéressantes, ne les oubliez pas. Mais pour aller très vite, voilà, qu'est-ce que c'est la pédagogie culturellement pertinente ? C'est une pédagogie qui prend en compte la culture et les centres d'intérêt des élèves, qui se focalise sur la voix des élèves, on revient à cette question de la liberté d'expression des élèves aussi, qui porte attention aux résultats académiques, hein, ils sont très exigeants là-dessus, et qui s'intéresse particulièrement à l'engagement citoyen, ce qui pour moi répond à cette question de l'idéal. Donc, Paulo Freire, quand il enseignait la lecture aux paysans sans terre brésiliens, utilisait ce qu'on appelle des mots génératifs, et des mots qui sont basés sur l'histoire et la culture des élèves. Donc, vous voyez un entretien avec un ancien élève qui me disait « Oui, il nourrissait notre curiosité, c'était différent, vous voyez. Je me souviens avoir dit à un prof, j'arrive pas à rentrer dans ce livre. » Et il me disait « Ok, lequel tu veux à la place ?» Et moi, j'étais là « Waouh, on a le choix. » Donc, il travaille vraiment sur ces questions de ce qui intéresse les élèves et sur leurs origines. Donc, puisque là, il y a des racines autochtones, on travaille la culture autochtone en long, en large et de manières différentes. Vous voyez une petite sélection de tous les ouvrages qui ont été lus et utilisés. Donc, ce n'est pas uniquement ces cultures-là, puisqu'on voit aussi la tempête de Shakespeare, qui nous ont d'ailleurs retiré des rayons aussi, en passant. Bref, donc les étudiants sont extrêmement heureux de voir des choses qui collent avec leurs propres intérêts. Là, je voulais vous expliquer un petit peu les principes de cette pédagogie à travers ces 2 citations. Mais donc, je n'ai plus que 3 minutes, donc je vais aller un petit peu vite là-dessus. Et ça, c'était pour redétailler la pédagogie de la recherche-action, puisque les élèves eux-mêmes sont en fait des sociologues et des ethnologues en herbe dans le programme. Ils abordent des thématiques qui les concernent véritablement. Vous voyez, elles sont listées là à gauche. Et en plus, ils sont suivis par des tuteurs et des tutrices qui sont des anciennes élèves et qui sont payés pour le faire, soit pendant l'été, soit pendant l'année. Des anciens comme Tino créent par la suite leur propre entreprise à vocation sociale, construisent des jardins communautaires en plein centre-ville. C'est en fait ce que vous voyez en fond à gauche. C'est son programme à lui. Donc, ce qui renforce encore l'ancrage dans la communauté, c'est aussi un système de tutorat. Voilà, ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc, un autre entretien qui vous montre à quel point un des élèves était heureux de pouvoir faire ce travail de recherche-action. Je n'ai plus que quelques petites choses à vous dire. Et ça, par contre, je voudrais insister un tout petit peu dessus. La pédagogie du contre-récit, c'est vraiment important parce que ça revient encore à cette idée de liberté d'expression. Je voulais vous montrer donc les sources qui sont les sources de la pédagogie critique. Géraldine, tu as déjà entendu parler de ça la dernière fois que tu m'as entendu. Mais voilà, c'est un ancrage théorique fort. Vous voyez les citations ici, notamment peut-être la plus claire de Lassen Billings, l'utilisation de la voix ou le fait de nommer notre réalité. On a parlé de ça au cours de ces journées, nommer sa réalité, pouvoir mettre des mots sur cette réalité aussi, c'est important. C'est nécessaire pour la préservation psychologique des groupes marginalisés.
Les membres des groupes minoritaires internalisent les stéréotypes que certains éléments de la société ont construits pour maintenir leur pouvoir. L'histoire de leurs propres conditions les conduit à prendre conscience de la manière dont ils et elles ont été opprimés et assujettis, ce qui permet de faire cesser les violences mentales auto-infligées. Et donc, on retrouve cette idée aussi dans un exercice que met en avant un des enquêtés, César. Voilà. Oui, les devoirs à faire étaient différents. Je veux dire, un de nos premiers devoirs, je me souviens, c'était de faire l'histoire de notre famille, vous voyez, avec des photos, de la poésie. Et on a fait le poème « Je suis ». C'est ce poème-là que vous avez à droite, qui est un poème de Rodolfo Corqui González, un militant et boxeur des années 60. Je m'en souviens comme si c'était hier, m'explique César. Voilà, donc je crois que ces exercices permettent de battre en brèche à la fois le mythe de l'impuissance des groupes minorés et aussi l'invisibilisation de l'humanité de certains groupes, des thèmes qu'on a abordés aussi ces jours-ci, enfin pendant cette conférence. Donc, je passe très vite sur l'alignement, j'en ai plus que pour 1 minute. Je passe très vite sur les exigences académiques, mais vous voyez que la liste de lecture, c'est une partie de la liste de lecture pour les premières années. Elle est longue, elle est dense, et il y a des bouquins de plusieurs centaines de pages qui sont lus. On parle de stylistique littéraire, c'est vraiment très, très poussé. Exigence niveau collège. Alors, quelles sont les difficultés de transposition? On pourra en reparler dans la discussion. J'en ai listé quelques-unes ici, donc les contextes ne sont pas les mêmes. Mais je pense que ce ne sont pas des difficultés insurmontables si on prend le temps de les envisager, de savoir comment les surmonter. Et alors, la dernière chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, merci de votre patience, c'est que bien entendu, ce programme n'est pas parfait. Des critiques féministes émises par les anciennes élèves ont conduit à l'ajout de textes afroféministes et de réflexions sur les violences faites aux femmes. Un semestre entier est maintenant consacré à ces questions dans le nouveau programme. Et pour beaucoup d'anciennes et même d'anciens du programme que j'ai interviewé, ce qui a détruit la communauté du MAS, au-delà des violences politiques que j'ai évoquées plus haut, ce sont les violences de genre. Puisque le metteur en scène du très beau documentaire sur le programme qui s'appelle Precious Knowledge a été en fait accusé d'avoir violé une ancienne élève. Et ça a conduit à une fracture terrible dans le mouvement entre ceux qui ont décidé de continuer à promouvoir le film pour assurer sa visibilité et ceux et celles qui l'ont boycotté par respect pour la victime. Donc, ce problème des violences sexuelles et sexistes, malheureusement, n'est propre ni au MAS, ni au mouvement chicano en général, mais il est suffisamment destructeur pour qu'on s'y arrête. C'est l'idéal d'une communauté solidaire, progressiste et antiraciste qui a été compromis avec ces violences. Autrement dit, à mon sens, une approche véritablement intersectionnelle qui ne néglige ni les questions de classe, ni celles de race, ni celles de genre est essentielle. Et on ne prendra véritablement en compte la soif idéale des jeunes que lorsque ce regard croisé sur les discriminations sera mis en œuvre. Je vous ai donné quelques citations à l'appui, mais je vous remercie de votre patience. J'ai dépassé que de 2 minutes, hein. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, merci. Merci Émilie. Pardon, j'ai peut-être une gestion un peu autoritaire du temps et voilà. Je fais bien, c'est mieux de garder du temps. Comme j'ai pas assisté en fait à toutes les sessions, voilà, je ne sais pas quelles étaient les habitudes avant moi, mais en tout cas merci pour ton respect du temps. Donc c'est toujours très intéressant d'entendre en France parler de Critical Race Theory et de ses applications dans le domaine scolaire, parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de travaux français qui relèvent de ce paradigme-là. Je vais laisser la parole à la salle. J'aurais quand même une petite question très, très brève de mon côté. Je me demandais quels étaient… Donc maintenant, c'est devenu un programme optionnel, hein, si j'ai bien suivi ce que tu expliquais. Quels sont globalement les élèves qui choisissent de s'inscrire à ce cours? Est-ce qu'il s'agit principalement d'élèves des minorités ethno-raciales ou est-ce que le public est beaucoup plus diversifié?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là où ces cours ont lieu, donc pas seulement en Arizona, mais par exemple maintenant en Californie aussi, la répartition des élèves, elle est quand même, c'est majoritairement, en Arizona, c'est latino, Chicanx. En Californie, c'est encore plus mélangé, mais il y a finalement en fait très peu de blancs. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de chiffres précis, mais je sais qu'il y a des blancs et des blanches qui s'inscrivent aussi dans ces programmes-là. Et de toute façon, les professeurs ont toujours été très, très accueillants, des professeurs blanches aussi au sein du programme. Ce n'est pas une majorité, mais il y en a. Et ils sont toujours ravis d'accueillir ces autres profils-là, qui sont certes moins fréquents, mais même les élèves qui ne sont pas eux-mêmes racisés, en général, apprécient beaucoup. Donc, c'est vrai que comme c'est des programmes qui sont électifs, hein, donc on s'inscrit en début d'année au programme on veut, c'est sûr que pour eux, c'est plus pertinent quand on est soi-même racisé ou héritier de cette culture-là de s'inscrire dans ces programmes-là, mais ce n'est pas exclusif. Non. Et du coup, pardon, je continue. Du coup, est-ce que pour toi, ça joue du coup ce rôle de conteur stories, puisque du coup, ça n'atteint que les élèves qui ont déjà quand même une oreille attentive à cette voix-là. Mais ils ont une oreille attentive. C'était ça en fait. Hein. Voilà. Ils ont une oreille attentive à cette voix-là, mais personne ne leur en parle parce que c'est pas dans les programmes. Donc là, si tu veux, ce qui est important avec ce programme-là, c'est qu'il y a vraiment ce lien entre l'origine des élèves et le contenu des programmes. Parce que sinon, cette histoire-là, en plus, c'est d'autant plus criant aux États-Unis qu'il y a cette idée que les États-Unis, c'est un pays colonisé. Donc, que ces personnes autochtones qui ont été là, on a effacé leur histoire alors que c'est leur pays, avant que ce soit le pays des colons blancs. En France, ça se passe un peu différemment, puisque c'est une histoire qui peut être perçue comme extérieure au départ, puisque c'est les pays colonisés qui viennent immigrer en France. Il y avait une question de Sylvain, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci Émilie pour cette présentation. Ça nous ouvre, en tout cas, je ne connais pas du tout le contexte pédagogique de cette région aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est très sensible et c'est très tendu dans ces régions-là entre les populations. Ça me fait beaucoup réfléchir sur en fait la question pédagogique que vous avez sautée rapidement parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que, comme vous avez vu hier, moi, je travaille donc sur les thèmes sensibles et c'est vraiment comme si, en fait, cette idée de donner aux élèves, vous avez dit sociologue ou anthropologue ou ethnologue en herbe, je pense que vous avez dit, puis je trouvais que c'est vraiment une belle façon de décrire cette démarche, d'aller faire des recherches par eux-mêmes et justement dans un contexte de ce qu'on appelle des thèmes sensibles. J'ai regardé votre liste des thèmes et c'est vraiment, ça tombe pile poil dans ce que nous, on appelle des thèmes sensibles. Donc, c'est un élément pédagogique, surtout que la Critical Race Theory, qui est très intéressante, amène souvent, tout comme moi, je vois ici au Québec, un malaise chez les enseignants parce que justement, ça les amène à être extrêmement critiques à l'égard de leur propre culture. Donc, cette idée de contre-récit, par exemple, ça va les remettre mal à l'aise. Je peux vous dire que dans un projet de recherche mené par Sabrina Moisin, ma collègue Sabrina Moisin, que je suis membre de son équipe pour ce projet, on parle d'expériences plurielles, justement pour essayer d'arriver autrement à cette idée qu'il y a plus que juste un récit national, mais c'est extrêmement difficile pour les enseignants à mettre ça en œuvre en classe. Donc voilà, donc autour de tout ça, j'aurais bien aimé savoir un peu plus comment ça marche pour les enseignants du point de vue pédagogique. Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils arrivent à bien travailler réellement avec les élèves autour de ces idées-là? Merci. Alors, merci pour cette question. Je vais essayer de répondre de manière concise. La particularité du MAS, c'est que les enseignants, en tout cas le groupe initial, c'est plus tellement le cas maintenant avec le modèle, le programme de pédagogie culturellement pertinente. Au départ, ces enseignants, c'était vraiment un groupe
de personnes qui se connaissaient les unes les autres, qui avaient travaillé les unes avec les autres et qui avaient le même genre de formation ou qui se sont portées volontaires pour ces formations-là. Donc, il y a vraiment une manière d'aborder les choses qui était très, très cohérente à la base. C'est peut-être aussi ça qui fait une des limites du programme parce qu'ils ont vraiment... ils ont vraiment adhéré à ce programme-là. Maintenant que certains enseignants sont obligés d'appliquer ce programme-là alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes volontaires par rapport à cette approche, il n'y a pas eu d'études quantitatives encore, mais moi, mes retours qualitatifs, c'est que ça marche un petit peu moins bien. C'est quand même moins efficace. Et donc voilà, oui, sur le contre-récit, bon, c'est sûr que sur la Critical Race Theory, si on l'a lu, si on l'a digéré et si on adhère, c'est beaucoup plus facile de l'enseigner que si on ne l'a pas lu et qu'on n'y adhère pas vraiment ou que ça pose des problèmes. Donc, évidemment, oui, il y a une convergence politique, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans la Critical Race Theory, c'est qu'on ne se cache pas avec les questions politiques. Enfin, je veux dire, ça fait 2 jours qu'on parle de questions qui sont strictement politiques, et c'est quand même un problème. C'est la citation que je vous donnais en début. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que cette neutralité qui en fait est jamais neutre? Comment on fait en tant qu'enseignant par rapport à ça? Moi, j'aime vraiment bien cette citation que je vous ai donnée de Freire, hein, sur le fait que il vaut mieux poser ce qu'on veut et puis vraiment forcer les étudiants. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants, mais je suis à l'université, c'est pas la même chose. Les forcer ensuite à construire leur propre opinion en disant que vous n'êtes pas Dieu sur terre et que c'est à eux de se construire leurs propres rêves. Je crois que c'est bien de travailler avec les rêves. Ah, mais c'est super intéressant, merci, parce que cette idée de neutralité, je fais juste un petit retour, mais cette idée de fausse neutralité où, en fait, moi, je dis souvent qu'on peut se dire neutre quand on fait partie de la masse, quand donc on fait partie d'une majorité bien implantée, mais dès qu'on fait partie d'une certaine diversité, dans mon cas, c'est juste l'accent, mais chez d'autres personnes, c'est justement une minorité qui sont soit des minorités visibles ou de diverses manières, ou qui soient immigrants, ben, à ce moment-là, ils ne peuvent pas jouer ces jeux de neutralité. Puis qu'est-ce qu'on leur laisse à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se laisse comme façon de communiquer autour d'un récit commun ou partagé, alors que clairement, ils ne peuvent pas en faire partie. Donc, ça devient, on crée la tension par le fait même qu'on l'amène de cette façon autour de la neutralité. Ouais, super intéressant. Merci. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être de la salle que je ne vois pas en fait, mais de la salle virtuelle. Donc Maryse, je vois que tu lèves la main. Oui, bonjour. Merci, Émilie, pour cette présentation très riche, très intéressante. J'ai une question, par contre, sur le terme culturellement pertinent. Je sais que c'est très utilisé dans l'univers anglophone. Mais en même temps, est-ce que c'est une forme d'euphémisation, dans le fond, de la Critical Race Theory? On a aussi reproché à l'approche inclusive d'euphémiser un peu la terminologie pour ne pas parler d'éducation antiraciste, d'éducation critique, etc., parce que les milieux scolaires sont plus réticents ou plus résistants à cette terminologie. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger lorsqu'on parle de culturellement d'enfermer ou d'essentialiser un peu les expériences des jeunes des minorités racisées, par exemple? Oui, je pense que vous avez tout à fait raison de pointer ce danger. On connaît bien le problème de la culturalisation, de cette manière de renvoyer finalement les populations racisées à leur culture et de dire que donc on n'est pas raciste puisqu'on fait le tri entre les cultures. Après, stratégiquement, je pense qu'on est dans un univers qui est tellement polarisé maintenant que si on peut avoir des euphémismes qui nous permettent de rentrer en cheval de Troie dans la ville, pourquoi pas? Parce que si on arrive avec nos gros sabots antiracistes, on risque ça risque de pas passer. Donc c'est peut-être une stratégie en fait.
Oui, je pense aussi. Merci, Marie. L'approche inclusive qui reprend des éléments dans son paradigme d'équité, etc., reprend beaucoup d'éléments de l'approche antiraciste plus classique des années 70-80 avec Fréry, mais c'est une forme d'euphémisation pour pénétrer davantage les milieux scolaires, en fait. Donc, je partage votre opinion là-dessus. François Héran, j'avais une question. Vous êtes évidemment très familière avec tout ce monde, mais je vais vous poser une question un peu naïve. Ce sont des programmes payants, ce sont des programmes privés, ils s'ajoutent aux programmes ordinaires dans les autorités, concoctés par les autorités locales, ou bien ils s'y substituent? Est-ce que vous pouvez juste nous préciser ça? Oui, je suis désolée, j'ai été très vite là-dessus. Merci pour cette question. Alors non, c'est un programme public, absolument gratuit. Ce qui l'a rendu possible, c'est donc tous les financements que j'ai évoqués, et ça ne se substitue pas au programme, ça colle au programme. Et c'est ça, en fait, je devrais vous repartager l'écran, mais c'est à mon avis une des limites, enfin une des difficultés de ce programme, enfin de la transposition de ce programme. Je reviens là. Est-ce que vous voyez la slide? Oui, on le voit, très bien. Voilà. Donc, une des difficultés, c'est que aux États-Unis, on a quand même une grande marge de manœuvre par rapport à ce qui est le contenu des textes dans les programmes. En France, je pense qu'on aura moins facilité à insérer un ouvrage de Critical Race Theory ou toute la liste des auteurs chicanos si nos enseignants et enseignantes sont tenus de traiter Madame de Sévigné, la princesse de Clèves, et on n'a plus le temps ensuite pour faire le reste. Vous choisissez vos exemples au hasard, purement, oui. Purement au hasard, oui. Voilà, donc ouais, ça fait partie des difficultés pour une transposition, mais je pense que ça peut inspirer en tout cas. Et une autre des difficultés pour la transposition, c'est donc cette absence des ethnic studies au niveau universitaire. Et je pense qu'une manière de faire, c'est vraiment de suivre le même chemin des États-Unis, c'est-à-dire de développer, même si on n'a pas forcément l'étiquette, ce genre de programme à l'université, de façon à ce qu'il y ait des futurs enseignants qui aient envie de mettre en place ça, et peut-être de manière un peu moins visible, mais qui pourraient avoir envie de le faire. Et une fois qu'on aurait pu démontrer que ça marche aussi chez nous, après on peut l'institutionnaliser plus facilement. Moi, j'aimerais bien essayer de faire ça ici. Juste une remarque, Émilie. Oui. Une remarque rapide, Émilie. En fait, on a ici un chercheur qui travaille au LEST, qui s'appelle Thierry Berthet, qui a fait des expériences où des anciens ou des élèves décrocheurs, en fait, faisaient des travaux de recherche ethnographique auprès des enseignants et des responsables institutionnels, dans une logique, en fait, d'abord de travailler sur le décrochage et aussi d'informer les enseignants et les responsables institutionnels sur leurs difficultés, etc., dans une forme de retournement, en fait. Voilà. Donc, ça m'y a fait penser, en fait, l'expérience dont tu as parlé. Et je pense qu'il faudrait vraiment développer ça. Je ne vois pas qui parle, parce que vous êtes vraiment très, très petit. Julien, je suis dans la salle, donc tu ne me vois pas. Mais c'est Julien Garric. Voilà. Julien Garric, d'accord. Comme ça, je ne sais pas. Voilà. Ok. Ouais, non, mais merci beaucoup de Thierry Berthet. Je prendrai contact alors. Merci.